Bonjour à tous. Merci pour cette invitation et merci de m'avoir poussé à réfléchir à cette question. D'abord, on n'a pas souvent beaucoup de temps pour s'exprimer quand on présente ses travaux, ses réflexions. Donc ce soir, vous me donnez beaucoup de temps, donc beaucoup de votre temps. Donc je vous en suis très reconnaissant. Et puis le sujet est original. Alors bien sûr, il est l'origine des maladies mentales. La seule réponse raisonnable qu'on pourrait donner, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose, et puis on pourrait s'arrêter là. Alors, normalement, en début d'une présentation, un médecin doit déclarer ses conflits d'intérêts. Là, je n'en ai pas, mais je ferai à la place une déclaration de conflit d'incompétence, parce que vous imaginez l'origine des maladies mentales. En plus, c'est un séminaire interdisciplinaire, donc forcément, il y a dans l'auditoire des personnes de plusieurs disciplines, donc ils vont forcément se rendre compte que je vais dire des bêtises, parce que pour aborder ce sujet, on est obligé de s'intéresser à plein d'aspects, plein de sciences humaines et sociales, des neurosciences, de la psychanalyse, de l'histoire, etc. Et que c'est pas possible de le faire sérieusement. Et donc, ou on fait rien, ou alors on essaie quand même de faire quelque chose, et puis donc à un moment donné, on dit des bêtises. Et donc, forcément, j'en dirai le moins possible, j'espère, mais forcément, ça arrivera. Donc, vous ne manquerez pas de me le faire remarquer dans la discussion, et je vous en remercierai. Mais voilà. Alors, je vous propose le plan suivant. D'abord, dès qu'on parle de maladie mentale, il faut quand même rentrer dans le détail de savoir ce que c'est, parce que même pour plein de médecins, est-ce que les maladies mentales, ça existe vraiment? En tout cas, c'est pas pareil qu'une pyélonéphrite ou quelque chose d'autre. Il y a quand même une différence. Et donc, du coup, si l'objet d'intérêt n'est pas très solide, alors trouver les origines, ça va être problématique. Donc, il faut quand même s'intéresser à cette question. Et puis, pour s'intéresser à ce qu'on appelle maladie mentale aujourd'hui, on est obligé d'avoir une petite perspective historique, parce qu'en fait, ces maladies mentales telles qu'on les dénomme aujourd'hui, elles ont une histoire. Et pour bien comprendre ce qu'elles sont, on est obligé de savoir à l'origine de quoi c'est parti. Donc ça sera le premier point. Le deuxième point, c'est origine, cause. En médecine, c'est quand même l'objet de quiproquos fréquents. À cause de quoi je suis malade, docteur, etc. C'est quand même une question. Et là aussi, on n'entend pas tous la même chose derrière ces mots. Je me souviens d'avoir fait partie, il y a longtemps, d'une expertise collective. Ce n'était pas une expertise collective, c'était organisé par la HAS, c'était une audition publique sur la vaccination contre l'hépatite B. Vous voyez, qui était susceptible de donner des scléroses en plaques. Et donc, plein de scientifiques parlaient, des statisticiens, des biologistes, et puis, donc c'était une audition publique, donc il y avait un juriste aussi, et je me suis rendu compte que les biologistes utilisaient le mot cause d'une façon différente des statisticiens, d'une façon différente du procureur, d'ailleurs qui était procureur de la cour d'appel de Montpellier, et à la fin il disait j'en sais assez pour dire que c'est à cause des médecins qu'il y a la sclérose en plaques, alors que tous utilisaient des concepts différents. Donc, et puis qu'on l'enseigne dans les facultés de médecine, enfin comme enseignant statistique, on enseigne un peu de causalité. Et donc là aussi, comme on a un peu de temps, il faudra rentrer dans le détail des quiproquos autour de ces mots. Et puis après, donc vous verrez que les origines des maladies mentales, on est obligé de le passer sous le prisme des théories que l'on a sous-jacentes aux maladies mentales. Et vous savez qu'il y a plein de théories pour expliquer les maladies mentales. Donc on en prendra 4, et puis on verra sous ces 4 angles, finalement, qu'est-ce qu'on peut voir comme origine aux maladies mentales. Voilà. Alors on y va. Alors ces histoires de maladies mentales, c'est quoi? Est-ce que ça existe vraiment? Mais vous savez, même le cancer du sein, est-ce que ça existe vraiment? Alors vous me direz quand même, il y a des patientes qui ont un cancer du sein, il y a une tumeur, elle est vraiment là, et elle peut faire mourir les gens. Le cancer du sein, ça existe, on ne peut pas dire le contraire. Alors que la dépression, c'est pas pareil, parce que la dépression, ça existe, c'est des émotions et tout ça. Mais vous savez, il est tout à fait possible que dans 40 ans,
les tumeurs existeront toujours, mais le concept de cancer du sein pourra ne plus exister. Parce que, vous savez, de plus en plus, un cancer du sein, la localisation mammaire est importante pour le cancer, mais le fait que ça soit KRAS+, HER2+, etc., ça joue de plus en plus pour décider de la thérapeutique. Et si ça se trouve, dans 20 ou 30 ans, ça sera le génotypage très fin de la tumeur qui permettra de dire que ce cancer est signifiant en termes de cancer de sein. Et finalement, que ce soit un cancer du rein ou un cancer du sein, ça ne sera pas forcément très différent. Et donc on oubliera que c'est un cancer du sein, on dira c'est un cancer, KRAS+, HER2-, etc. Donc vous voyez déjà, rien qu'avec des maladies somatiques carrées comme le cancer du sein, on a vraiment l'impression qu'il existe, et pourtant, ça pourrait changer. Alors, encore une fois, les patients et les patientes existeront toujours, mais la notion de maladie, elle varie en fonction des époques. Alors on pourrait se dire, donc la dépression, ça a dû varier beaucoup au cours des siècles. Eh bien, c'est curieux, en fait, pas tant que ça. Et je vais commencer par vous faire une petite lecture, toute petite lecture, hein, vous inquiétez pas. Comment Hippocrate voyait la dépression. Donc il n'appelait pas ça la dépression. Alors si vous êtes intéressé par l'histoire de la psychiatrie, il y a un très bon livre d'histoire de la psychiatrie qui s'appelle « Histoire de la folie » de Claude Quetel. On le trouve partout. C'est très bien écrit, très simple, super bien documenté. Et il commence de un tout petit peu l'Égypte, et surtout la Grèce antique, jusqu'aux années 60. Donc c'est là-dedans que j'ai... Hippocrate, environ il y a 2500 ans, donc c'est quand même une autre époque, hein, le savoir médical avait absolument rien à voir. Hein. Donc ils avaient... Alors... On va voir, maladie mentale c'est compliqué, mais ils avaient ce qu'ils appelaient des manies, des mélancolies et des phrénitis. Alors on va s'intéresser à la mélancolie, qui est une cousine germaine de la dépression. Je lis ce que c'est pour lui la mélancolie. Souci, maladie difficile, le malade semble avoir les viscères comme une épine qui le pique. L'anxiété le tourmente. Il fuit la lumière et les hommes, il aime les ténèbres. Il est en proie à la crainte. La cloison phrénique fait saillie à l'extérieur. On lui fait mal quand on le touche. Il a peur, il a des visions effrayantes, des songes affreux, et parfois il voit des morts. La maladie attaque d'ordinaire au printemps. Et puis après, il y a le traitement. Marquez, je peux vous le lire, le traitement, ça fait... Au malade, on fait boire l'élébore, on purgera la tête, et après la purgation de la tête, on donnera un médicament qui évacue par le bas. Ensuite, on prescrira le lait d'ânesse. Le malade usera de très peu d'aliments. Les aliments seront froids, relâchants, rien d'âcre, rien de salé, rien d'huileux, rien de doux. Il ne se lavera pas à l'eau chaude. Il ne boira pas de vin, il s'en tiendra à l'eau. Sinon, son vin sera coupé. Point de gymnastique, point de promenade. Par ces moyens, la maladie se guérit avec le temps, mais si elle n'est pas soignée, elle finit avec la vie. Et donc vous voyez, en tout cas, la thérapeutique, on peut discuter. Encore qu'on pourrait discuter, hein. Mais le début de la description est vraiment une description très proche d'un tableau d'état dépressif majeur, avec une composante somatique forte. Hein, il y a beaucoup de plaintes, enfin, le diaphragme, etc. Mais en fait, et c'est un premier élément, c'est qu'on ne se rend pas compte que les patients déprimés ont une symptomatologie somatique forte. Hein. Et ça vient du fait que comme nous avons des maladies mentales et somatiques et que c'est bien partagé, alors on ne voit que le côté psy des maladies psy que le côté somatique des maladies somatiques. Ils avaient moins cette séparation et il avait plus de latitude pour tout intégrer, mais quand on le lit franchement, c'est de la dépression. Alors, vous voyez, moi je trouve ça très impressionnant de voir qu'il y a 2500 ans, quand même, ils ne vivaient pas du tout comme nous. Hein. Peut-être qu'ils avaient un stress de leur vie moderne à eux, etc. Mais enfin, vous voyez... finalement, il y avait des gens déprimés. Il y avait des gens déprimés et la maladie durait longtemps, comme maintenant. Hein. On considère que c'est une maladie chronique, la dépression. Donc vous voyez déjà, en fait, ces maladies qu'on appelle maladies mentales, s'il y a 2500 ans, on les décrivait pareil qu'aujourd'hui, c'est que quelque part, on peut déjà dire qu'elles existent un petit peu. Alors bon, ça c'était Hippocrate. Alors, à l'évidence, sa thérapeutique n'était pas la même que la nôtre, et puis à l'évidence, sa physiopathologie n'était pas du tout la même que la nôtre, et d'ailleurs, ils n'avaient pas vraiment de physiopathologie,
Ils avaient une théorie des humeurs, un truc bizarre. Alors pourquoi c'est bizarre? Parce que plus ou moins ils ne pouvaient pas avoir d'approche scientifique de leur métier, puisque disséquer des êtres humains à l'époque c'était quand même problématique, et ça l'a été pendant longtemps. Donc on pouvait disséquer des animaux, mais on ne pouvait pas faire la relation entre la maladie qu'a le patient et puis ce qui se passe à l'intérieur de lui, ce qui est un peu la première étape en vue de construire du savoir scientifique médical. Et donc du coup, ils avaient des théories un peu bizarres, notamment leur théorie des humeurs. Et donc du coup, l'avancée du savoir médical a été quand même un peu limitée pendant longtemps. Et au cours des siècles et des millénaires, petit à petit, ce savoir scientifique médical s'est construit. Et je vais faire un grand bond, moi qui m'intéresse, c'est celui vers Claude Bernard, qui, de mon point de vue, symboliquement, en tout cas dans notre pays, mais pas que dans notre pays, je crois, représente un peu le début de la médecine moderne, vous voyez, de la médecine intelligente. Alors je dis intelligente avec un peu d'ironie, mais c'est-à-dire de la médecine où on veut comprendre comment fonctionne le corps et surtout comment il dysfonctionne en vue de soigner les gens. Et il faut être honnête, ça a marché. C'est-à-dire que regardez comment la médecine est efficace après Claude Bernard par rapport à ce qu'elle l'était avant, quand même, il y a une différence. Et c'est vrai que d'avoir poussé cette pensée de la cause des maladies, alors je vais là vous lire, c'est le dernier. C'est le dernier, mais je trouve que c'est parfaitement éclairant. Vous allez voir la différence de pensée par rapport à Hippocrate. C'est un petit texte de Claude Bernard, comment lui, il conceptualise la médecine. On voit qu'Hippocrate, c'est extrêmement clinique, c'est très sémiologique, et c'est de la thérapeutique issue de l'expérience avec beaucoup de modestie. Vous allez voir, Claude Bernard, c'est pas aussi modeste que ça. Il y a évidemment quelque chose qui a été cause de la mort chez le malade qui a succombé et qui ne s'est pas rencontré chez le malade qui a guéri. C'est ce quelque chose qu'il faut déterminer. Et alors on pourra agir sur ces phénomènes ou les reconnaître et les prévoir exactement. Alors seulement on aura atteint le déterminisme scientifique. Et je rajoute un truc parce que ça a quand même... Enfin, c'est lui qui le rajoute, parce que ça va avoir une importance et puis ça fait quand même réfléchir sur ce qu'un grand savant peut dire. Mais ce n'est pas à l'aide de la statistique que l'on y arrivera. Jamais la statistique n'a rien appris ni ne peut rien apprendre sur la nature des phénomènes. J'appliquerai encore ce que je viens de dire à toutes les statistiques faites pour connaître l'efficacité de certains remèdes dans la guérison des maladies. Vous voyez, une position épistémologique extrêmement dure, extrêmement dure, donc il est dans une pensée déterministe, mécanistique, causale quelque part. C'est-à-dire que finalement, la médecine, ça va consister en quoi? Eh bien, quelqu'un est malade. S'il est malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je trouve le mécanisme de ce quelque chose qui ne va pas. Et après, je vais fabriquer un remède qui agira sur ce mécanisme et donc le patient va guérir. Vous voyez, c'est une pensée... c'est une pensée scientifique, on pourrait dire cartésienne, enfin, avec une espèce de pensée logique et causale directe. Et après, alors pas la statistique, parce que justement la statistique, c'est pas, il n'y a pas de pensée déterministe causale à proprement parler. Et donc, vous voyez, là, on n'est vraiment pas du tout selon la même approche qu'Hippocrate. On est vraiment... Alors, encore une fois, grâce à cette pensée un peu brutale de Claude Bernard, il y a eu des progrès considérables dans la médecine. Et en particulier dans les maladies infectieuses, qui étaient quand même des maladies extrêmement... qui tuaient un nombre de gens incroyable. Et donc, or, c'est vrai que avec les maladies infectieuses, mais on va voir... c'est pas si simple que ça, en fait. On a l'impression que Claude Bernard a vraiment raison. Quelqu'un a une tuberculose. Pourquoi a-t-il une tuberculose? À cause du bacille de Koch. Donc, je vais trouver quelque chose qui tue le bacille de Koch et le patient va guérir. Il faut être honnête, c'est un peu comme ça que ça se passe quand même, avec les maladies infectieuses. Alors, bien sûr, en fait, et beaucoup de médecins, en fait, ont l'impression, et encore plus de patients, ont l'impression qu'en fait, en médecine, c'est toujours comme ça. Vous voyez, et d'ailleurs, en consultation, c'est aussi pour ça que souvent on nous demande, mais alors à cause de quoi? Et quand on dit qu'on soigne les gens, pas
pas en partant des causes, ça surprend beaucoup les gens. Mais en fait, regardez quand même un cancer du poumon, on connaît un peu les causes quand même, sans faire des trucs trop compliqués. Bon, s'il n'y avait pas le tabac, il y aurait beaucoup moins de cancer du poumon. C'est quand même pas très compliqué. Donc, la cause du cancer du poumon, on peut dire que c'est le tabac, en allant très vite. Ben, finalement, ça ne sert à rien pour soigner les gens qui ont un cancer du poumon. Hein? Alors, on dirait pour la prévention. La prévention, ce n'est pas un soin. Et en fait, dans l'immense majorité des maladies, en fait, ça ne sert pas à grand-chose de savoir les causes pour soigner les maladies. Et figurez-vous que... Alors, il y a un livre d'histoire de la recherche biomédicale au cours du XXe siècle, dont j'oublie toujours le nom de l'auteur, qui est un Américain, qui dit qu'il y a eu une tension à ce niveau-là dans la première moitié du XXe siècle. Pendant la première moitié du XXe siècle, Claude Bernard a été très dur, quoi. C'est-à-dire que les gens ont voulu trouver des mécanismes et guérir en fonction des mécanismes. Et puis, en fait, au fur et à mesure que le temps a passé, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas trop. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à trouver ces mécanismes pour soigner les gens. Et après la Seconde Guerre mondiale, sont arrivées les statistiques. Et vous savez qu'en fait, aujourd'hui, contrairement exactement à ce que disait Claude Bernard, pour évaluer l'efficacité des thérapeutiques, on fait quasiment que des statistiques. On fait des essais randomisés. Alors, ça c'est la médecine. Mais la psychiatrie, eh bien, la psychiatrie, en fait, elle a suivi le flot en parallèle. Hein. Alors, bon, c'est sûr que au niveau du Moyen-Âge, etc., la psychiatrie a toujours, si vous voulez, quand il n'y avait pas de médicaments, eh bien, ce qui embêtait les populations, c'était les troubles comportementaux des patients psychiatriques. Et donc, il y a eu des questions d'enfermement. Alors, vous savez que Foucault a écrit beaucoup de trucs là-dessus, qui sont très critiqués maintenant. Il semblerait que l'enfermement ait été au moins pour protéger les patients eux-mêmes et leurs familles que pour vraiment protéger la société des marges, hein, que ce n'était pas le fantasme libertaire un peu des années 60-70 dans les pays occidentaux, que c'était beaucoup plus pratique que ça. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Toujours est-il que quand on arrive au moment de Claude Bernard et de l'avènement de la médecine occidentale, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme le paradigme, c'est les organes, hein, puisqu'on étudie le déterminisme des maladies. Donc comment les organes dysfonctionnent? Avec d'ailleurs nos spécialités médicales, hein, les néphrologues, les cardiologues, vous voyez, on voit l'empreinte de Claude Bernard dans la pensée médicale contemporaine et dans les cours qu'on donne aux étudiants en médecine. Hein. 600 heures de cours de biologie au sens large dans les facultés de médecine, entre 5 et 15 heures de psychologie médicale. Nos concitoyens ne savent pas ça. Hein. Bref, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un clivage parce que certaines maladies, eh bien, en fait, le phénotype du patient, l'expression de sa plainte, ne peut pas être projetée sur un organe. Vous voyez, la description d'Hippocrate tout à l'heure de la dépression, on ne peut pas dire qu'il a mal aux pieds, alors il y a la cloison phrénique, etc., mais on voit bien que c'est un tout. On voit bien que c'est un tout. Alors ce tout, au début, ils avaient mis un peu l'épilepsie aussi dedans. Hein. La frontière n'a pas été très claire pendant longtemps. Mais petit à petit, il y a eu un noyau de maladies où on voit que le sujet est un sujet souffrant, essentiellement en tant que sujet pensant. Même si le déprimé et l'anxieux ont des difficultés à respirer, hein, respire vite, à déglutir, enfin le corps est aussi présent dans les maladies psychiatriques, hein, il n'y a aucun doute. Mais la plainte essentielle est une plainte comme la plainte qu'on expérimente quand on a un deuil ou quand on a peur de quelque chose qui va vous arriver avant un examen ou quelque chose comme ça. Et nous expérimentons tous des éléments de souffrance mentale, psychique. Eh bien, il y a des patients qui expérimentent ça de façon extrêmement intense, sans que ce soit possible de leur attoucher à un organe particulier. Et donc ces maladies, on les a appelées maladies mentales. Et en fait, ça fait longtemps qu'elles existent et qu'on les appelle comme ça. Alors, dont acte, et c'est de ce fait que la psychiatrie est arrivée, et elle est d'ailleurs arrivée à peu près au même moment.
Alors, là, il y a eu quand même un aiguillage particulier par rapport à la pensée médicale de la médecine somatique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique à la psychiatrie. C'est qu'on a eu un courant très proche de celui de Claude Bernard et du courant somatique standard, avec Bleuler, Kraepelin, etc., le courant de la neuropsychiatrie, où là, implicitement, les maladies mentales sont des maladies du cerveau. Et donc, comme Claude Bernard, on va essayer de trouver les dysfonctionnements du cerveau qui font que le patient souffre, et on va régler ces dysfonctionnements en espérant que les patients guérissent. Et là, il faut être honnête, ça a été la catastrophe, puisque vous savez que les 2 prix Nobel de médecine qui ont été donnés à des psychiatres jusque dans les années 60-70, le premier, c'est l'impaludation pour la syphilis tertiaire, c'est-à-dire pour soigner une syphilis tertiaire, on donnait le paludisme au patient, comme ça lui donnait de la fièvre très importante, et on pensait que la fièvre améliorait les symptômes de la syphilis. Donc vous voyez un peu le niveau de... Enfin, ça aurait pu marcher, mais ça aurait pu marcher. Et la deuxième, c'est la lobotomie. Et vous voyez, les deux obéissent à une certaine pensée déterministe. Hein, vous voyez, c'est la paralysie générale, en fait, eh bien, on va agir dessus en faisant monter la température. Et la lobotomie, c'est encore plus déterministe. Hein. Il y a un problème du cingulum antérieur, eh bien, on va le couper en 2, et donc il n'y aura plus de problème. Donc il y a ce courant. Alors, heureusement, aujourd'hui, on n'en est pas là, hein, on est bien d'accord. Il y a un courant neuropsychiatrique qui a évolué et qui fait qu'il y a des patients psychiatriques sévères qui sont nettement améliorés avec cette pensée, avec des médicaments, et aujourd'hui, vous savez, avec des stimulations intrathalamiques. Mais en parallèle à ça, hein, dès la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a Freud. Et ce qui est intéressant, c'est que Freud était plutôt un neurologue, et il faisait au début plutôt de la recherche en neurologie. Hein. Il a fait de la recherche un peu fondamentale. On dirait qu'aujourd'hui, il a fait de la recherche fondamentale en neurosciences. Et vous voyez que, alors, sauf qu'il n'a pas eu de succès universitaire pour des raisons bizarres. Donc il a dû ouvrir un cabinet en ville. Donc il a vu beaucoup de patients, ce que parfois ne font pas les grands savants de la médecine. Et en voyant beaucoup de patients, il a vu qu'en fait, c'était plus compliqué que ça. Et il a dévidé sa bobinette que vous connaissez tous, etc., sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Et là, vous voyez qu'on n'est pas dans la pensée de Claude Bernard vraiment, parce qu'il n'y a pas d'organe. Alors, il y a, on verra tout à l'heure, est-ce qu'on peut parler de déterminisme en psychanalyse? C'est une vraie question. Alors, il y a une théorie, c'est incontestable, il y a une théorie psychanalytique qui tente d'expliquer des choses, c'est incontestable aussi, mais avec un background théorique qui n'a rien à voir avec le background théorique biologique. Hein, rien du tout. Et entre nous, c'est un peu normal, si vous voulez, c'est un peu normal, quand on sait par exemple que la religion est un facteur protecteur majeur de troubles psychiatriques, en particulier de suicide et d'addiction. C'est difficile d'envisager que la biologie soit une théorie, soit l'ultime théorie de la psychiatrie. Je ne vois pas comment, en étudiant les neurones sérotoninergiques, on pourrait savoir pourquoi un individu va choisir telle religion ou telle autre religion. Je pense que, enfin, vous me direz, tout est possible, oui, mais à ce moment-là, on pourrait aussi faire de la mécanique quantique pour essayer de comprendre comment les neurones fonctionnent, etc. Ça n'a pas de sens. Et le réductionnisme a une limite, et comprendre comment fonctionnent les neurones, ça permet d'expliquer quelques comportements assez élémentaires. Des comportements extrêmement sophistiqués comme l'adhésion à une religion, on est sur une autre galaxie, et bien entendu que quand on en arrive là, on est obligé de faire appel à d'autres champs théoriques. Et c'est ce qui se passe en psychiatrie, beaucoup plus que dans les maladies somatiques, et c'est pour ça que la question de l'origine des maladies va être plus compliquée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce stade, la psychiatrie est un peu un exemple emblématique. Parce qu'en fait, dans les autres pathologies aussi, on a la même chose. Et tout à l'heure, dans l'introduction, on parlait de soins non conventionnels. Le fait que nos concitoyens soient tellement passionnés par les soins non conventionnels, ça obéit exactement à la même logique. Exactement à la même logique. Alors, j'en arrive à la fin de ma première partie.
Donc vous voyez, les maladies mentales, les maladies mentales, ça fait longtemps qu'elles existent. On les décrit avec des symptômes, et ces symptômes sont les mêmes aujourd'hui, à peu près les mêmes aujourd'hui qu'il y a 2500 ans. Bon, donc voilà. Les maladies somatiques, elles bougent aussi au cours du temps. Pas tellement plus ni moins que les maladies somatiques, donc on peut dire que les maladies mentales existent. Néanmoins, quand on regarde comment la médecine s'est structurée, alors comme la médecine s'est structurée autour des organes, c'est vrai que la psychiatrie a pris un chemin un peu de traverse. De traverse avec une composante perpendiculaire et une composante dans le sens de la médecine. Vous avez la neuropsychiatrie d'un côté, et puis de l'autre côté, alors je vais dire métaphoriquement la psychanalyse, mais il y a d'autres théories psychologiques, bien entendu. Et donc ça, c'est une spécificité de la psychiatrie. Alors, après, je vous avais dit origine, cause, donc c'est l'un des intitulés de... Enfin, c'est le noyau de votre séminaire de cette année. Donc du coup, vous êtes plus calé que moi sur ces concepts-là. Ce qui m'a frappé, donc je vous le disais tout à l'heure, ce qui m'a frappé avant tout à propos de ce concept de cause d'origine, c'est que d'abord, à l'évidence, nous n'utilisons pas tous le même mot, enfin nous utilisons le même mot pour des concepts différents. Deux, c'est qu'il y a une littérature colossale sur la causalité, colossale, des milliers de pages avec des centaines de philosophes, et que j'ai quasiment jamais vu un professeur de médecine faire un cours sur la causalité qui n'ait lu qu'un seul de ses auteurs. Je vous donne un exemple. J'ai dû assister à 5 jurys de thèse de sciences sur les alternatives à la randomisation comme paradigme de causalité en recherche biomédicale, puisque vous savez qu'on dit aux étudiants en médecine que pour être sûr qu'il y a une relation de cause à effet entre un traitement et la guérison, il faut tirer au sort, que c'est la seule façon de pouvoir dire que c'est à cause du médicament que le patient a guéri, parce qu'en tirant au sort, on est toutes choses égales par ailleurs. Donc comme c'est embêtant de tirer au sort, il y a plein de statisticiens qui essaient de trouver des choses qui permettraient qu'on pourrait avoir les mêmes conclusions sans tirer au sort. Et donc, chaque fois, je demande aux doctorants, d'accord, tu dis ça, mais t'entends quoi par cause? Eh bien, 3 fois sur 4, ils ne répondent pas. C'est-à-dire, c'est la cause, quoi. C'est la cause. Et bon, alors, et 1 fois sur 4, ils disent « Ah oui, mais c'est la cause contrafactuelle. » Donc ça veut dire que c'est toute chose égale par ailleurs. S'il n'y a plus la cause, il n'y a plus l'effet, ou il y a l'effet, donc c'est à cause de la cause. Ah oui, mais alors, bien sûr, c'est qu'en médecine, le contrafactuel ne peut pas exister. Toute chose égale par ailleurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. 2 patients ne sont jamais identiques. C'est impossible. Même en les prenant des vrais jumeaux, ils ne sont pas identiques, on est bien d'accord. Donc on ne peut pas avoir de contrafactuel. Et l'astuce du tirage au sort, c'est que quand vous tirez au sort 2 groupes, c'est le sujet moyen du groupe A, qui toute chose égale par ailleurs, est égal au sujet moyen du groupe B avant de leur donner le traitement. C'est le sujet moyen. Mais les sujets moyens n'existent pas dans la vie. Donc l'inférence causale en statistique médicale, c'est une espèce de sophisme, c'est-à-dire c'est une inférence causale sur des sujets moyens qui n'existent pas. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave parce que les essais thérapeutiques, ça marche bien quand même, si vous voulez. On voit bien pourquoi ça marche bien. C'est que en fait, les essais thérapeutiques marchent bien parce que les tests statistiques s'appliquent parfaitement quand on tire au sort. C'est pour ça. Donc, quand on a un petit p plus petit que 5%, on est sûr que c'est vraiment plus petit que 5% parce que c'est tiré au sort. C'est pas une question de cause. C'est une question qu'on sait ce que ça a fait. Mais vous voyez, et là, vous avez tout le problème, c'est que derrière, ce mot est un mot de pouvoir, d'autorité. Quand vous dites, j'ai fait un essai, donc j'ai la cause. Et donc toi, tu l'as pas parce que tu n'as pas fait d'essai. Donc je suis plus fort que toi, donc c'est moi qui ai raison. C'est une position de pouvoir. La cause en médecine est une position de pouvoir. Alors, on la trouve là, et puis on trouve la cause dans la pratique médicale, dans un endroit qui n'a rien à voir, c'est l'endroit où le patient vous demande « mais à cause de quoi je suis malade ?» À cause de quoi je suis malade, qui est une vraie question très fréquente en pratique clinique. Et bien entendu, en général, on a bien du mal à répondre. Et là aussi, alors,
qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on va réciter ce que l'on a appris dans nos cours de physiologie. Alors, à cause de quoi? Mais vous allez voir à quel point on dit des choses qui prêtent à discussion. Je reprends la tuberculose. Alors, vous me direz, ben, c'est facile. Le patient a la tuberculose. Pourquoi j'ai la tuberculose, docteur? Ah ben, c'est parce que vous avez été en contact avec le bacille de Koch. C'est à cause de ça. Eh bien, figurez-vous que non. Le bacille de Koch, c'est une condition nécessaire à la tuberculose, ça n'est pas une cause nécessairement. Parce que, en fait, vous pouvez avoir dans un avion un patient bacillifère qui tousse, le bacille de Koch se balade dans l'avion. Il va y avoir 3 passagers qui vont faire la tuberculose, tous les autres ne vont pas la faire. Donc ce n'est pas à cause du bacille de Koch, que à cause du bacille de Koch qu'ils ont fait la tuberculose, c'est à cause d'autres choses. Et il y a une vulnérabilité génétique à la tuberculose. La dénutrition est un facteur de risque de tuberculose, etc. etc. Et c'est très intéressant parce que ça a été pointé du doigt, ça, au début de l'épidémie de sida, où là, vous imaginez quelle est la cause du VIH. La discussion était sensible au début de l'épidémie, puisqu'il y avait un mélange de virus et de sexualité, d'homosexualité. Donc ça titillait les inconscients de trouver la cause de l'épidémie de VIH. Et il y a des sociologues qui ont dit, ben non, si ça se trouve, la cause de l'épidémie de VIH, c'est le fait que dans les mines de diamants en Afrique du Sud, il y a 50 000 mineurs pour 20 prostituées. Et donc avant, il y avait, vous savez que l'épidémie de VIH, elle date de bien avant les années 80, hein. Le virus existait des décennies avant. Mais en fait, il était à bas bruit. Et il a suffi que 3 ou 4 mineurs qui étaient VIH positifs arrivent dans les mines de diamants, et des rapports, bien sûr non protégés, avec les prostituées, qu'il en infecte 5, qui infecte 600 mineurs, qui infectent toutes les 20 prostituées, qui infectent à la moitié des mineurs. Et là, vous avez une épidémie qui flambe. Et donc, la cause de l'épidémie de VIH, pour ces sociologues, c'était pas le virus du VIH, parce qu'il existait avant et il faisait pas grand-chose. Non, non, la cause, c'était l'organisation des mines de diamants en Afrique du Sud. Alors, c'est de la provocation, hein. Mais je trouve que c'est une provocation stimulante sur ces histoires de causes. Alors, donc, j'en arrive dans le vif du sujet. Du coup, avec nos maladies mentales, qu'est-ce qu'on va dire à nos patients? Puisque, en tout cas, moi, pédopsychiatre, les parents de mes patients me demandent à cause de quoi leur enfant a un problème psychiatrique. Et bien entendu, on traîne des casseroles en pédopsychiatrie autour de la causalité, hein. Vous êtes au courant que pendant des décennies, la cause de l'autisme, c'était les mauvaises mères. Et puis que maintenant, la cause de l'autisme, c'est les mauvais gènes. Et je vous garantis que ça ne simplifie pas les choses. Hein, parce que bien sûr, les gènes, ça a aussi à voir avec qui vous vous êtes marié. Donc quand on dit que c'est génétique, et c'est quelque chose qu'on voit dans la réalité, hein, quand vous dites qu'une maladie est génétique, vous dites implicitement à un couple qui se sont mal trouvés. Donc cette question est vraiment une question... alors bien sûr, on peut dire on ne sait pas, mais bien sûr, alors c'est honnête, mais ça ne rend pas service non plus, parce que les gens vont regarder sur Internet et ils vont voir beaucoup de choses, et ils vont capter là-dedans ce qu'ils ont envie d'entendre, et ça ne sera pas forcément une bonne idée. Donc du coup, cette question de l'origine des maladies mentales est vraiment une question, on pourrait presque la proposer en travaux pratiques dans les facultés de médecine. Alors bon, je vous propose 4 angles d'attaque qu'on va voir rapidement chacun, hein, pour vous montrer à quel point on peut dire des choses différentes. Hein. Et donc la réponse, c'est des réponses, on ne peut pas apporter une réponse univoque, mais ce qui est bien, c'est que ces 4 éclairages, du coup, vont pointer du doigt qu'en fait, la notion de maladie mentale, comme la notion de maladie, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien penser en général. Alors, ces 4 axes, ça se croit quoi? Et bien sûr, d'abord, les neurosciences cognitives. Puisqu'aujourd'hui, quand même, si vous êtes un psychiatre sérieux, entre guillemets, quand vous parlez de maladie mentale, vous devez parler de neurosciences cognitives. Après, je parlerai un tout petit peu de phénoménologie, parce qu'il y a une phénoménologie psychiatrique
qui était très active dans le sud-est de la France, qui l'est toujours, à Nice en particulier. Il y a beaucoup de collègues qui font de la phénoménologie psychiatrique, mais il faut bien reconnaître qu'à l'échelon international, ça a quasiment disparu. Mais vous verrez que je trouve que ça a toujours beaucoup de pertinence. Bien sûr, on sera obligé de parler un peu de psychanalyse, parce que quand même, en termes de cause, ça mérite d'y voir plus clair. Et puis, s'il reste un peu de temps, je pense que ce sera le cas, je voudrais vous parler de quelque chose dont on parle très rarement pour expliquer ce que sont les maladies psychiatriques, c'est de considérer les sujets comme des automates cellulaires et les sociétés comme des réseaux d'automates cellulaires, et la psychiatrie peut être interpellée par cette façon de modéliser ce qu'est une société. Alors, je commence par les neurosciences cognitives. Alors, qu'est-ce qu'une maladie pour les neurosciences cognitives ? Eh bien, cognition, hein, vous savez, ça veut dire traitement de l'information. Pour les neurosciences cognitives, une maladie psychiatrique, c'est une anomalie du cerveau qui provoque une anomalie du système de traitement de l'information. Voilà. Et puis, quand on lit la littérature neuroscientifique aujourd'hui sur la cause des maladies mentales comme ça, la cause, c'est une interaction gène-environnement. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de tout ça. On le voit dans les quotidiens de la presse un peu haut de gamme, interaction gène-environnement, neurosciences cognitives, etc., etc. Alors, à tel point d'ailleurs que quand on dit ça, souvent, quand je dis à mes collègues, ils disent oui, alors, oui, c'est ça, quoi. C'est ça. Alors, sauf que là-dedans, moi je crois qu'il y a trois choses, quand on y réfléchit, c'est pas qu'elles posent problème, mais c'est que, en fait, elles disent des choses qui n'ont pas forcément tellement de sens. Un, est-ce qu'un sujet pensant, c'est vraiment un système traitant de l'information ? Deux, est-ce que les maladies, c'est des anomalies ? Et trois, qu'est-ce que c'est qu'une interaction gène-environnement ? Alors, je commence par le premier. Donc, les neurosciences cognitives considèrent que, alors, un sujet humain a un cerveau, ce qui est la réalité, que les maladies mentales ont à voir avec le cerveau, on ne peut pas dire le contraire. Vous savez que pendant longtemps, on a cru que c'était plutôt le cœur ou que c'était ailleurs, etc. Et vous savez qu'il paraît qu'historiquement, c'est Galien, qui était médecin des gladiateurs, qui a vraiment confirmé que c'était dans la tête, parce qu'il voyait que quand les gladiateurs avaient pris un coup sur la tête, il y avait des séquelles cognitives parfois, mais quand il y avait des coups sur le cœur, où les gens mouraient, où il n'y avait pas de séquelles cognitives. Donc on voit, c'est une anecdote, je trouve savoureuse, parce qu'elle est proto-scientifique. Hein. Elle est proto-scientifique. Bref, mais en fait, vous savez, hein, la glande thyroïde donne une symptomatologie quasi psychiatrique aussi, les surrénales aussi, les ovaires, les testicules, enfin, tout joue, hein, la respiration. Enfin, de dire qu'il n'y a que le cerveau qui joue dans les maladies psychiatriques, on va vite. Mais je vous l'accorde, c'est quand même l'organe clé pour les maladies psychiatriques. Donc ça ne me dérange pas. Par contre, après on dit, oui, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il traite de l'information. Donc du coup, une maladie psychiatrique, comme c'est c'est une maladie du cerveau, c'est un dysfonctionnement d'un système qui traite l'information. Dit comme ça, on a du mal à voir où est la faille. Hein. Eh bien, il y a une faille épistémologique. Alors, ce n'est pas une faille, hein. C'est un peu un paradigme. C'est-à-dire qu'on a le droit de postuler ça. Et ça, d'ailleurs, ça marche. Scientifiquement, ça marche très bien. Parce que de postuler qu'un sujet pensant, c'est un système traitant de l'information, ça permet de faire des manips de très haute gamme et de faire des découvertes extraordinaires. Néanmoins, alors c'est un argument qui ne vaut pas grand-chose, mais quand même, si le jour où vous avez déclaré à quelqu'un que vous l'aimiez, vous considérez que vous étiez un système traitant de l'information, c'est un peu dérangeant. Alors, vous pourriez dire, ah oui, d'accord, mais bon, oui, mais c'est quand même la réalité, quoi. Peut-être que c'est la réalité, qu'on n'a pas envie de dire qu'on est comme ça, mais qu'on est comme ça quand même, etc. Enfin, bon. C'est un argument bas de gamme, je vous l'accorde. Mais quand même, c'est déjà un peu... parce que si vous voulez,
Le problème, c'est que les patients ne veulent pas être considérés comme des systèmes traitant de l'information. Donc c'est là que c'est pour ça que je donnais cet argument, hein, c'est que on a quand même tous un fond de romantisme, y compris les patients. Et donc si vous voyez quelqu'un comme un système traitant de l'information, le patient il voit que vous le prenez comme un système traitant de l'information, et il n'est pas content d'être vu comme ça. Donc il y a déjà un premier problème qui est un problème clinique, c'est que ce paradigme scientifique n'est pas forcément un bon paradigme clinique. Deuxième problème qui là est purement épistémologique, c'est que quand vous dites que le sujet pensant est un système traitant de l'information, vous considérez que l'information est première et que le sujet est second. C'est-à-dire, si vous traitez l'information, ça veut dire que l'information arrive et que vous la traitez. Et donc, vous supposez que la réalité préexiste à vous. Or ça, c'est une position épistémologique qui est discutable. Alors, on pourrait parler de plein de trucs de physique, mais je vais pas dire ça. Il y a des philosophies où le sujet est un sujet jeté dans le monde. Je suis là en face de vous. Et donc, ma première question, c'est qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qui c'est ça? Où suis-je? Moi, je suis là, je le sais, mais ça, c'est quoi ça? Si vous voulez. Donc, pour moi, ce qui vient d'abord, c'est moi, et ce qui vient ensuite, c'est le reste. Vous voyez, c'est l'inverse du paradigme des sciences cognitives. C'est l'inverse. Et ben ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question, parce que dès que vous considérez que vous êtes vous, et que c'est ça qui compte, et que le reste est une interrogation, parmi le reste, il y a vous. Et donc, je vous vois, je vois que vous me ressemblez, je vais parler avec vous, je vois que finalement, on se comprend, mais jusqu'à quel point on se comprend, et ça va être toute mon interrogation de savoir avec qui je vis, qu'est-ce qui se passe, dans quelle société je suis. Or, on ne va pas être tous d'accord sur comment est notre société, on ne va pas être tous d'accord sur comment est un tel. C'est-à-dire que la réalité d'autrui, de dire que la réalité de quelqu'un, elle existe comme ça, indépendamment de moi, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Autrui est toujours un peu une construction, hein, qu'on se partage plus ou moins, quoi. Hein. Et donc, vous voyez que de postuler que nous ne sommes que des systèmes traitant de l'information, c'est pas forcément alors c'est un paradigme très efficace, mais ça va poser des problèmes pour étudier plein de phénomènes, et vous imaginez à quel point ils sont drôlement importants pour la psychiatrie. Parce que notamment, le problème numéro 1 dans la schizophrénie, c'est les autres, c'est de savoir, et dans l'autisme, hein, c'est finalement où je suis, avec qui sont ces gens-là, et je sens que je suis seul parce qu'ils ne sont pas comme moi. Voilà. Et je vois qu'eux, ils se comprennent, moi je ne les comprends pas. Et vous imaginez un peu le problème que ça pose. Hein. Sauf que eux, ils sont là, eux. Alors on peut dire, ah, il a une anomalie du système de traitement de l'information. Mais c'est pas ça. Ce qui vit lui, c'est pas ça. Hein. Ce qui vit lui, c'est qu'il est seul. Donc, ça, c'est un problème des... Quand on dit que les maladies... Qu'est-ce qui cause les maladies mentales? C'est une anomalie du système de traitement de l'information. Ouais... Mais c'est une façon de voir les choses. Alors après, anomalie. Alors, c'est... Bon, alors vous savez, il y a quand même une grande tradition française autour du normal, du pathologique, etc., en médecine, etc., des choses remarquables qui ont été écrites. Mais... on l'oublie très vite, c'est-à-dire, ah oui, c'est vrai qu'on est tous anormaux, on est tous différents, mais quand même, bon, il y en a qui sont malades, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui sont handicapés, il y en a qui ne le sont pas, et puis quand même, nous, on l'est pas, et eux, ils le sont. Et nous, on a la boule blanche, et eux, ils ne l'ont pas. Donc, voilà. Néanmoins, prenons deux exemples cliniques, l'hyperactivité avec déficit de l'attention et l'autisme. Donc vous voyez, l'hyperactivité avec déficit de l'attention, c'est marqué dedans, il y a un déficit de l'attention. Donc on est complètement dans une maladie où quelque part, ce qui fait la maladie, c'est marqué dedans. C'est un déficit de l'attention.
Donc il y a une anomalie. Et tous les pédopsychiatres de la planète utilisent cet intitulé. Eh bien, figurez-vous que dans les formes légères à modérées, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les enfants hyperactifs n'ont pas un déficit de l'attention, ils ont une attention différente. Et c'est pas par gentillesse que je dis ça pour eux. Hein. C'est pas une espèce de niaiserie en disant qu'on est tous différents et on est tous cool. C'est qu'ils sont très forts pour faire 50 choses en même temps. Et bien sûr, pour rester assis en classe pendant 3 heures, ça marche beaucoup moins bien. Mais on a du coup, le soin est très compliqué. Parce que vous ne soyez pas... C'est quand vous réduisez une fracture de jambe, vous réduisez une fracture de jambe. Quand vous donnez un traitement médicamenteux à quelqu'un qui est différent, ça commence à devenir plus problématique. Et là, vous voyez, la dénomination des maladies mentales pose quasiment un problème éthique. Un problème éthique parce que on voit le phénotype, on attribue le nom d'une pathologie, dans ce nom il y a déficit. Ben, le médicament va réduire le déficit. Sauf qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous changez le phénotype à un autre phénotype qui va être mieux adapté au système scolaire et qui va être moins adapté à autre chose. Par exemple, les patients hyperactifs traités sont beaucoup moins fun. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter, hein. Moi j'en traite plein de patients hyperactifs, hein. Parce que si vous n'arrivez même pas à passer la 3e alors que vous pourriez avoir un doctorat, c'est quand même un problème dans la vie. Mais si vous voulez, ce n'est pas aussi simple que ça, c'est compliqué. Peut-être qu'il faut donner des médicaments à des gens différents parce qu'ils sont différents et que cette différence, elle n'est pas gérable. Peut-être. Mais en tout cas, il faut savoir qu'on le fait et il faut que la société le sache. Sinon la société risque de s'en mordre les doigts, comme c'est un peu le cas en ce moment aux États-Unis, où 10% des garçons de 10 ans prennent des médicaments stimulants pour le déficit de l'attention avec hyperactivité. Hein. 10% des garçons de 10 ans. Nous, on est à 1%, ça monte. Alors ça, c'est l'hyperactivité. L'autisme, c'est pas très loin. Vous savez qu'il y a des patients autistes qui ne veulent plus qu'on les appelle patients ni handicapés, ils veulent qu'on les appelle neuroatypiques, et nous, on est les neurotypiques. Alors, au début, ça m'a choqué, parce qu'on pense, si vous voulez, moi j'ai été formé à l'autisme historique de Kanner, avec des troubles majeurs, un langage extrêmement réduit, et là c'est difficile de dire qu'on est juste différent, enfin on est très différent, tellement différent que vous ne pouvez pas vivre tout seul, quoi. C'est parce que si vous n'avez pas de langage, vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins, donc il faut que la société s'occupe de vous, donc forcément ça pose un problème quand même. Donc rejeter la norme sans arrêt, ça a des limites. Sauf que vous savez qu'aujourd'hui, la notion d'autisme s'est complètement élargie et que vous avez plein de séries télévisées où vous avez des héros qui ont un syndrome autistique. Hein. Bones, par exemple, vous voyez, elle a un syndrome d'Asperger. Grison, dans Les Experts à Las Vegas, il a un syndrome d'Asperger. Et les gens disent, hein, les autres personnages dans la série, ils disent, il est différent, elle est différente. Ah ouais, avec les mecs, elle n'est pas pareille. Elle n'est pas pareille, vous voyez. Mais ils ont des bons côtés. D'autant plus que notre société se mathématise à l'extrême. Hein. Vous savez qu'il y a des algorithmes partout maintenant, etc. Et qu'en fait, ces formes d'intelligence différentes deviennent des formes d'intelligence qui commencent même à avoir un intérêt pour la société, du fait de leur différence. Alors après, interaction gène-environnement. On va dire, ben oui, il n'y a pas de problème. Sauf que quand vous savez quelle est la définition de l'environnement pour les généticiens qui parlent d'interaction gène-environnement, ben l'environnement, en fait, c'est tout ce qui n'est pas génétique. Même la méthylation de l'ADN, c'est de l'environnement. Or, donc, le gène, c'est A, l'environnement, c'est non A. Et quand vous dites que A est en interaction avec non A, en fait, vous dites rien.
voyez, si vous segmentez un ensemble de variables, un sous-ensemble et son complémentaire, et que vous dites que cet ensemble est en interaction avec son complémentaire, ben vous dites que tout est en interaction avec tout. Puisque de toute façon, les gènes sont en interaction aussi avec eux, et l'environnement aussi est en interaction avec eux. Donc, à l'intérieur de l'environnement, c'est en interaction, à l'intérieur des gènes, c'est en interaction, et entre les gènes et l'environnement, c'est en interaction. Donc, quand vous dites qu'il y a une interaction entre les gènes et l'environnement, vous dites juste que la réalité est très compliquée. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir, du coup, pourquoi les gens parlent d'interaction gène-environnement. Alors que c'est un vide sémantique, hein. En termes purement scientifiques, c'est un vide sémantique. Alors, moi je pense que c'est des arguments de rhétorique. C'est-à-dire que dans les années, début des années 2000, fin des années 90, il y a eu beaucoup d'investissements génétiques en médecine. Et puis ça devait donner des trucs, ça a donné quelques trucs, mais pas beaucoup. Et donc, il y a eu un mouvement que j'ai vécu dans les jurys au PHRC, par exemple, au programme hospitalier de recherche clinique. Fin des années 90, début des années 2000, on donnait plein d'argent pour la génétique. Maintenant, c'est terminé. Dès qu'il y a le mot génétique, c'est un repoussoir. Parce que les gens donnaient beaucoup d'argent. Comme ça n'a pas donné grand-chose, ils disent on s'est fait avoir, on ne donne plus rien. Et donc, il y a une astuce de marketing qui consiste à dire non, ce n'est pas les gènes tout seuls, c'est l'interaction des gènes avec l'environnement. Comme ça, vous dites quand même gènes dedans. Donc, c'est un coup marketing. Mais alors, ce qui est gênant, c'est que, bon, ok, c'est un coup marketing. Dans la science, il y a du marketing. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc, il faut s'en rendre compte, il faut quand même, c'est pas très honnête, mais c'est humain. Donc, si c'était que ça ne serait pas grave. Sauf que, régulièrement, si vous lisez la cause des maladies psychiatriques, la cause de l'autisme, c'est quoi? L'héritabilité de l'autisme, c'est 90% les gènes. Donc là, vous avez exactement le sujet de ce soir, la cause de l'autisme, c'est les gènes. Sauf que, rentrer dans le détail, d'abord ce 90% n'est jamais donné avec son intervalle de confiance, alors que figurez-vous que pendant 10 à 20 ans, ce 90% venait de 30 paires de jumeaux. Mais on donne un nombre comme ça. Et puis bien sûr, avec le temps, on a fait d'autres études. Les Suédois en ont fait une énorme. Ils ne trouvent plus que 50% maintenant. Ah, c'est quand même pas pareil. 50% et 90%, c'est pas pareil. Mais en plus, et ça c'est incroyable, il y a une interaction gène-environnement. On apprend à tous les étudiants en statistique que quand on met un terme d'interaction dans un modèle, on ne peut pas dire quel est le pourcentage de variance expliqué par chacune des variables. C'est la base des statistiques. Parce que ça dépend du niveau d'exposition à l'environnement. Il y a une génétique du tabac, du tabagisme. Hein. Si vous vivez dans une société où il n'y a pas de cigarettes, la variance expliquée par la génétique pour le tabagisme, c'est zéro, parce qu'il n'y a pas d'environnement. Donc, ces nombres-là, c'est une escroquerie intellectuelle. C'est 90% de causes qui viennent de la génétique pour expliquer l'autisme, c'est une escroquerie intellectuelle. J'exagère. J'exagère bien sûr parce qu'on va dire si c'était un modèle additif, alors à la louche, voilà, la moitié c'est gènes, la moitié c'est pas les gènes. Si c'était un modèle additif, mais ça n'est pas un modèle additif. Donc on dit juste les gènes jouent, et puis il n'y a pas que les gènes. C'est comme le QI, bien sûr, le QI est en partie expliqué par l'hérédité, bien sûr. Bien sûr, parce que si vous avez une anomalie de fabrication du cerveau, elle peut être transmise génétiquement et ça ne va pas aider à avoir un QI élevé. Donc bien sûr que les gènes expliquent un peu le QI, mais l'environnement explique beaucoup le QI aussi. Et le pourcentage, c'est très compliqué de savoir le pourcentage, parce qu'il y a une interaction gène-environnement. Donc vous voyez que derrière ces causalités des maladies mentales, il y a un discours quasiment rhétorique et idéologique. Alors, j'arrive à la fin, là. Les trois qui suivent sont plus anecdotiques. Ça, c'était les neurosciences cognitives. Donc, je vous ai dit, un problème des neurosciences cognitives, c'est que le sujet est considéré comme un système traitant de l'information et qu'on pourrait faire tout le contraire
Eh bien, tout le contraire, c'est justement une position phénoménologique, c'est-à-dire se dire je suis un sujet, je suis là, et en fait, c'est ce que j'expérimente de vous qui compte. C'est ça qui compte. Et donc, on va étudier les causes des maladies mentales à partir de ce point de vue. Alors, ça peut paraître très bizarre, mais il y a des gens qui ont fait ça. Et ils trouvent... alors, c'est très littéraire, bien entendu. Hein. C'est très littéraire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire qu'en fait, nous, êtres humains, dans notre vie, il nous arrive à tous de vivre des moments de mal, où ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Et on le sait tous. À partir de l'adolescence, on le sait tous. Alors, je vais dire des mots, hein, le sentiment d'absurdité. Vous êtes là, mais finalement, tout ça c'est absurde. Ça veut dire quoi? Ça rime à quoi? Je m'en fous. D'ailleurs, les gens ont voté il n'y a pas longtemps et il y avait bien ça hein, en tête. Hein, c'est absurde, ça n'a aucun sens. L'impression de perte, j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu quelqu'un. Voilà, et quelque chose qu'on ne comprend pas la violence que ça. Il y avait quelqu'un qui était là, et puis il y a une perte et c'est une espèce de sentiment psychique de rupture terrible. Alors quelque chose qui est beaucoup moins trivial, c'est l'unité du jeu. C'est-à-dire, nous avons conscience que nous sommes là, mais parce que nous voyons des choses, nous les entendons, nous les sentons, nous les pensons, nous les parlons, et tout ça est synchrone en fait en nous. Il y a un jeu qui est là et qui coule, et c'est nous quoi. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, en fait, si vous avez bu de l'alcool, si vous êtes très fatigué, vous pouvez avoir des moments où tout ça s'éparpille un tout petit peu. Et d'ailleurs, c'est assez déstabilisant. Alors les gens qui prenaient du LSD, ils vivaient ça à la puissance 10. Hein. C'est très bien écrit dans le livre Misérable Miracle. C'est un poète qui a pris du LSD et qui a écrit un livre sur ce que ça fait. D'ailleurs, il dit, dans le début du livre, il dit « Sans onomatopée, simultanée, contradictoire, chaque demi-seconde changeante ». C'est-à-dire que vous avez une explosion de vous, quoi. Tout part dans tous les sens, et c'est un truc, c'est une expérience psychique complètement traumatisante. La rythmicité du temps vécu. Par exemple, dans la journée, vous pouvez être speedé par moment, vous n'en pouvez plus, et puis en vacances, vous pouvez vous ennuyer terriblement, le temps s'étire, et ça peut... Et il y a des gens chez qui ce temps qui s'étire est quelque chose d'abominable, et des gens chez qui c'est le contraire. Être speedé, c'est quelque chose d'abominable. La question de l'autre, on en parlait tout à l'heure, hein, qui est l'autre, finalement? Et puis la question de la mort, naturellement, qui est une question complètement... qu'on essaie d'éviter sans arrêt, mais qui est là et qui fait malaise. Donc, il y a des gens qui disent que nous sommes confrontés à des mots, et ces mots, ça fait des choses, enfin ça correspond à des choses qui sont violentes dans notre vie. Eh bien, figurez-vous qu'on n'est pas tous pareils par rapport à ça. Il y a des gens chez qui un de ces mots représente un truc qui les envahit complètement. Et j'ai eu, par exemple, alors ça c'est quelque chose qu'on a en pédopsychiatrie, c'est que j'ai eu un patient il y a quelque temps qui était en refus scolaire, ça faisait 2 ans, il était en première, ça fait 2 ans qu'il n'allait plus à l'école. Et donc on pense au cannabis, à la schizophrénie, à un refus scolaire anxieux, etc., etc., etc. Et puis en fait, en l'interrogeant seul, en fait, il ne comprenait pas à quoi ça servait de vivre. Et que c'était une question qui l'envahissait quasiment 10 heures par jour. Dans sa chambre, il se demandait sans arrêt pourquoi il vivait, pourquoi il était là. Donc nous, ça nous arrive un peu, et lui, ça y arrive tout le temps. Et alors pareil pour le suicide, il y a des gens sans arrêt qui se demandent mais finalement pourquoi je continue à vivre quoi. Et c'est pas parce qu'ils vont mal, mais c'est que comme la mort est là, mais finalement à quoi ça sert d'aller plus loin quoi. Eh bien il y a des gens qui ne se posent jamais cette question. Et alors, on pourrait dire c'est pas des intellectuels, ils réfléchissent pas du tout. Il y a des gens et ça on en discute entre collègues. Hein,
on se rend compte qu'il y a des collègues qui n'ont jamais pensé qu'ils pourraient se suicider, par exemple. C'est quelque chose qui ne leur est jamais venu à l'esprit. Alors qu'il y a eu des statistiques là-dessus, la plupart des humains se sont déjà dit qu'ils pourraient se suicider. Donc ça, c'est une vision. Alors, du coup, la cause des maladies là, la cause des maladies, c'est que nous avons tous des moments de grande difficulté en commun. On peut tous en parler, on se comprend, mais il y en a chez qui c'est quelque chose d'énorme, et du coup, c'est invivable. Et c'est ça qui fait qu'on est malade. Alors vous voyez, ça n'a rien à voir avec... Enfin, ça n'a rien à voir. C'est pas la même façon de dire que les neurosciences cognitives. Alors la psychanalyse. Alors là, la psychanalyse, historiquement, on pourrait quand même dire qu'il y avait des causes aux maladies mentales. Alors est-ce que la psychanalyse s'occupe des maladies mentales, taratata, etc. Mais enfin bon, il y a les névroses et les psychoses et les perversions, on pourrait dire que c'est quand même des maladies, même si ce n'est pas des maladies au sens peut-être complètement clinique, mais ça y ressemble bien. Alors c'est vrai que quand vous lisez les bouquins de psychanalyse, vous avez quand même la notion de traumatisme, qui a une cause, de frustration sexuelle, qui a une cause, avec la question de la petite enfance. Quand on mélange les trois, vous avez un gros paquet de psychanalyse qui est expliqué. Et donc c'est là, et c'est vrai en fait, alors c'est plus compliqué que ça, et puis vous n'avez pas qu'une psychanalyse, vous en avez plusieurs, et donc ils ne sont pas tous d'accord entre eux, etc. Mais quand même, le corpus psychanalytique, c'est un peu ça, c'est-à-dire vous allez mal, parce qu'il y a eu un traumatisme infantile plus ou moins refoulé, ou un traumatisme récent qui le fait une reviviscence de ce qui s'est passé dans votre enfance, et du coup, eh bien, ça va mal dans votre vie. Et d'ailleurs, je vous parlais de l'autisme et des mamans dépressives, c'était quand même ce qui était exactement dit texto. C'était une maman dépressive, donc ne peut pas être l'autre par rapport à son bébé parce qu'elle est complètement enquistée dans sa dépression, et donc du coup le bébé n'est pas en relation avec autrui, et donc du coup il devient autiste. Vous voyez, on n'est pas loin de la pensée de Claude Bernard, sauf que c'est pas de la biologie, c'est une théorie psychologique. Et d'ailleurs c'est réfutable, et c'est réfuté, c'est faux. Donc, on est, par certains aspects, quand les gens disent la psychanalyse, c'est que ça n'a rien à voir avec la science, c'est complètement faux. On pourrait rentrer dans le détail, d'ailleurs, si vous voulez, dans la discussion. On peut très bien scientifiser la psychanalyse. Et d'ailleurs, il y a des manips qui commencent à le faire. Mais non, donc ça, j'ai envie de dire, c'était la psychanalyse jusqu'aux années 80-90. Et quand même, depuis les années 90 et les années 2000, j'ai l'impression que chez les psychanalystes, il y a un glissement. Que les psychanalystes sérieux, sérieux, c'est un jugement de valeur, c'est pas bien, mais il n'y a plus de question de causalité au sens propre du terme. C'est plus un ancrage sémantique, c'est-à-dire que vous allez mal dans votre vie, vous avez donc, on peut appeler ça des symptômes quelque part. Par exemple, chaque fois que vous allez réussir quelque chose, vous vous débrouillez pour que ça rate. Vous devez connaître des gens comme ça. Et donc, on peut appeler ça un symptôme. Et effectivement, alors, avant, on pouvait dire, oui, quand il était enfant, sa maman ou son papa lui disait, non, ne fais pas ça, ne te touche pas ton zizi, ça va te faire mal, etc. Et donc, c'est à cause de ça que taratata. Non, c'est pas à cause de ça, c'est que, en fait, vous vivez quelque chose, vous allez avoir une promotion, c'est vrai que de devoir être quelqu'un de grand, c'est un changement dans votre vie, c'est stressant, donc vous êtes en situation de stress, ce stress fait ressurgir en vous des choses qui se sont passées dans votre enfance et qui étaient dans des situations un peu analogues. Et tout d'un coup, ce rejaillissement, imprime du sens dans ce que vous êtes en train de vivre. Et du coup, vous prenez la tête avec ça. Donc vous voyez, ce n'est pas une question de cause, vraiment. C'est pas une question... Et je pense que, je pense que la psychanalyse moderne ne parle plus de causalité. Elle parle d'ancrage sémantique. Vous vivez quelque chose qui vous pourrit la vie, ce quelque chose, en fait, résonne avec des choses qui se sont passées dans votre enfance, et cette résonance participe à la perpétuation du trouble. Et sans arrêt, ça vous prend la tête. Et
le traitement psychanalytique va consister à essayer de démêler tous ces trucs-là pour que vous mettiez, vous, le sens conscientisé, de façon à faire baisser la pression. Et il y a des essais randomisés qui montrent que ça marche, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Donc j'arrive au dernier truc. Alors, c'est une anecdote, hein, c'est une stimulation intellectuelle. Donc il y a, mais je trouve que scientifiquement c'est absolument passionnant. Vous savez qu'il y a des philosophes qui considèrent qu'en fait les sujets humains sont complètement déterminés, qu'il y a zéro liberté et que voilà, on est des automates et qu'on se voit en train d'agir. On a l'impression qu'on décide de faire des choses, mais on ne décide rien. Et donc pour un informaticien, on est un réseau d'automates cellulaires, c'est-à-dire des petits automates qui interagissent entre eux. Et c'est un champ de recherche extraordinaire. C'est un champ de recherche extraordinaire. Et alors, notamment, c'est un champ de recherche en informatique, c'est aussi un champ de recherche en thermodynamique, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui se sont amusés à considérer que l'humanité, au sens de nous, nous ensemble, on était un système. Et ils ont calculé, par exemple, quelle quantité d'énergie on dissipait par unité de masse. Mais figurez-vous que dans la galaxie, on est le système qui dissipons le plus d'énergie par unité de masse. Bien plus que le Soleil, bien plus que tout. Et vous voyez, il y a une... Alors, ça c'est de la thermodynamique, hein. Mais vous voyez qu'il y a une arrière-pensée écologico-politique sur le fait que... taratata. Donc c'est pas neutre politiquement, mais en termes thermodynamiques, je trouve ça assez élégant. Et donc, en fait, nous, humanité, serions un système diaboliquement optimisé. C'est-à-dire qu'on est des automates, et notre façon d'interagir les uns avec les autres est super sophistiquée, tellement sophistiquée que quand on est en groupe, eh bien, on est plus fort que tout ce qui a jamais été créé. Ok, alors, et c'est là que... Bon, alors, c'est une hypothèse. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en algorithmique, donc, nous sommes un système optimisé, c'est-à-dire qu'on a maximisé une quantité d'énergie dissipée parmi toutes les structures possibles et inimaginables qui ont été créées dans la galaxie jusqu'à maintenant, enfin autant qu'on le sache. Donc on est les champions du monde de l'optimisation. Mais optimiser, maximiser une fonction multivariée, c'est quelque chose d'horriblement compliqué en algorithmique, parce que vous pouvez avoir si vous avez qu'un maximum, c'est facile, hein, il suffit de monter et puis... vous pouvez un peu redescendre, mais vous montez en quelques itérations, vous avez trouvé le vrai maximum. Le problème, c'est si vous avez plein de maximums. Vous allez trouver un maximum, et si ça se trouve, il y en a un qui est plus loin, beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus haut. Et donc, en ce moment, en informatique, trouver le vrai maximum d'une fonction, c'est un truc diabolique. Eh bien, il y a des gens qui ont trouvé une technique dans les années 80 qui s'appelle le recuit simulé, et qui montre que vous maximisez une fonction, comme on le faisait avant, mais de temps en temps, vous mettez du bruit. Et même si le bruit vous fait tromper, c'est-à-dire même si en mettant du bruit, vous trouvez un nouveau point qui est plus bas que celui auquel vous étiez, vous allez avoir une certaine probabilité de l'accepter. C'est-à-dire, vous faites exprès, en voulant maximiser votre fonction, par moment, vous faites exprès d'accepter de pouvoir être pire, mais en étant plus loin. Et peut-être qu'en étant plus loin, à côté, il y aura un vrai maximum. Eh bien, on peut montrer qu'en faisant comme ça, vous avez plus de chances sur le long terme de trouver le vrai maximum. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, peut-être qu'en fait, les maladies mentales, c'est une méta-heuristique comme le recuit simulé. Ça s'appelle le recuit simulé. C'est-à-dire que dans notre système super efficace de collaboration entre sujets, nous avons besoin de sujets qui buguent. Ces sujets qui buguent permettent de nous faire sortir de notre état d'équilibre tout lisse et ils nous permettent de trouver des situations d'optimisation qu'on n'aurait pas pu trouver autrement. Donc c'est une autre façon de trouver la cause des maladies mentales. En fait, la cause des maladies mentales, c'est que ça nous permet d'être plus performants, collectivement. Voilà, j'ai fini ce que je voulais vous dire. Et je serais ravi de pouvoir échanger puisqu'il reste un petit peu de temps.